Alors je vais commencer par le professeur Alaoui, qui est professeur à l'EPFL, notamment a une activité dans l'exploration de gaz, dans l'enseignement sur ces technologies. Et il revient précisément des États-Unis, m'a-t-il dit, et il pourrait peut-être nous témoigner, pour commencer un peu, quelle est la situation. On a vu dans ces films que l'exploitation du gaz de schiste est un boom économique sans précédent aux États-Unis, extrêmement important. Les États-Unis vont redevenir un pays exportateur de gaz et de pétrole de manière très importante en 2018-2020, selon l'Agence internationale de l'énergie. C'est un enjeu colossal, mais en même temps, on a aussi beaucoup de nouvelles disant que c'est aussi peut-être aussi un désastre écologique. Alors, quelle est un peu la vérité dans tout cela, et est-ce que des mesures ont été prises depuis les premiers incidents, les premiers accidents, professeur? Merci. Alors, pour résumer un peu la situation, je dirais qu'effectivement, il y a un très grand boom dans tout ce qui est lié à cette fracturation hydraulique, mais je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'il faut distinguer un petit peu quand on parle de fracturation hydraulique, qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle exactement, parce qu'il y a différents procédés qui sont utilisés dans différentes exploitations, disons, du sous-sol. Alors, par exemple, les approches qu'on utilise dans la géothermie, j'en reviendrai tout à l'heure, ne sont pas nécessairement les mêmes qu'on va utiliser dans l'extraction, par exemple, des gaz de schiste. Dans chaque approche est un peu différente d'un point de vue technique. Alors, effectivement, il y a un très grand boom. Donc, je commencerai d'abord par l'aspect extraction de gaz de schiste. Donc, actuellement, aux États-Unis, il doit y avoir à peu près 35 000 forages de fracturation hydraulique qui sont opérationnels. Et j'aimerais tout de suite mentionner que d'un point de vue impact sismique, parce que c'est l'un des aspects qui est assez important aussi à voir, la fracturation hydraulique pour l'exploitation des gaz de schiste n'a jusqu'à présent pratiquement jamais montré de problème d'impact sismique. Il y a un cas qu'on soupçonne, et ce n'est pas encore avéré ni validé. Il y a un deuxième cas qui, lui, s'est avéré vrai en Angleterre, mais sur les 35 000, donc c'est quelque chose qui n'est pas un grand impact. L'autre aspect qui est assez important là-dedans, donc ça a été mentionné tout à l'heure, donc c'est l'aspect pollution qui pourrait être lié à l'utilisation de fluidifiants dans l'eau et l'utilisation aussi de l'eau. Effectivement, là, il y a eu beaucoup d'efforts qui a été fait par l'administration américaine, l'administration Obama, à exiger que finalement toutes ces compositions chimiques soient publiques. Donc, pendant longtemps, ce n'était pas le cas. C'est aussi une concurrence entre les compagnies. Hein. C'est dans la culture aussi des chimistes de ne pas nécessairement publier les compositions chimiques de leur matière. Donc ça a été rendu public. Donc maintenant, il y a un site web public accessible à tout le monde où toutes les compositions chimiques sont données. Et je crois qu'il y a un grand effort de l'administration américaine pour faire en sorte que cette pollution ne soit plus d'actualité. Après, il y a aussi tout l'aspect de traitement des eaux qu'on utilise. Maintenant, il essaie de développer beaucoup de nouvelles technologies, soit de réinjecter cette eau-là dans d'autres aquifères souterrains, donc on ne la retrouverait pas en surface, aussi d'utiliser d'autres types de fluides pour cette fracturation. Donc on peut imaginer des gaz ou autres fluides comme le CO2. Donc il y a tout un développement qui s'est fait qu'aujourd'hui, moins d'un point de vue des États-Unis, c'était la question que vous posiez, le problème ne se pose plus vraiment tel qu'on l'a vu dans l'un de ces films-là. Je crois que ça s'est considéré comme vraiment étant le passé. Là, par contre, où il y a un peu plus de soucis, c'est tout ce qui est lié à la géothermie. Et par la géothermie aussi, là, il faudrait distinguer, il y a trois types de géothermie en général, de géothermie profonde. Il y a celle où les pores sont pleins de vapeur, il y a celle où les pores sont pleins d'eau. Donc je ne parle pas de ces deux-là, parce que là, on n'a pas besoin de fracturer. C'est la troisième type de géothermie qu'on veut développer aussi en Suisse, hein, qui étaient les deux projets de Bâle et de Saint-Gall, qui est une géothermie où la roche est sèche, il n'y a pratiquement pas de fluide, et elle est à très haute température. Donc on ramène de l'eau froide de la surface, on fait traverser cette roche chaude, on va l'extraire de l'autre côté. Et pour que ce mouvement de l'eau puisse se faire, on doit fracturer.
Et donc là, on fait une fracturation qui est un peu différente de celle de la fracturation hydraulique qu'on trouve dans les gaz de schiste, c'est qu'on va fracturer par cisaillement. Et là, on développe une énergie qui crée des mouvements sismiques qui sont mesurables. C'est-à-dire que tout crée des mouvements sismiques, il faudrait aussi être conscient de ça. Hein. Il y a pratiquement plus d'1,5 million de mouvements sismiques naturels enregistrés par an sur Terre. Donc mais on parle de mouvements sismiques à partir du moment où la magnitude, disons, elle est de l'ordre de 3, où ça devient sensible à l'être humain. Et là, donc, ce type de fracturation hydraulique est plus problématique parce qu'il crée des mouvements qui, grosso modo, on en compte une quarantaine de grands mouvements qui sont produits ces récentes années dans des projets, et donc ils créent des mouvements sismiques dont il faut tenir compte. Et puis la contamination des aquifères qui ne sont pas très éloignés de la surface, le risque que les sources d'eau potable soient contaminées par la remontée soit du gaz, soit des polluants, est-ce que ça c'est mieux maîtrisé par les techniques de scellement des puits? Oui, effectivement, donc ça a été aussi montré dans le dernier film. Du moment qu'on fait, et ça s'applique aussi à la géothermie et ça s'applique au gaz de schiste, du moment qu'on fait une exploitation correcte de ces puits-là et qu'on les fait avec les normes que les pétroliers savent bien les faire, et là il n'y a pas de souci. Donc les aquifères dont on est en train de parler, les aquifères d'eau potable, c'est des aquifères qui sont plutôt en surface. Donc là on parle d'exploitation qui se fait vraiment à des profondeurs nettement plus significatives. Donc la seule façon de cette possible contamination, ce serait à travers donc, ces puits-là. Donc si les puits sont correctement scellés, je crois que là, il n'y a pas de souci. Bien sûr, après, un accident peut arriver comme ça peut arriver dans n'importe quoi. Bien sûr. Alors maintenant, je me tourne peut-être vers le professeur Jean Mozart, à Fribourg, qui est géologue et qui s'est exprimé dans les médias en Suisse, notamment sur le gaz de schiste, l'exploration, mais toujours avec une vision, je dirais, extrêmement objective et de qualité. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez pour vous comment est la situation pour la Suisse. Est-ce qu'il y a vraiment un très grand potentiel en Suisse? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'il faut l'attitude, je crois savoir maintenant des Bretons, est plutôt d'avoir une sorte de moratoire non formel, mais c'est quand même un moratoire puisqu'il n'y a pas d'exploration et les rares permis tentatives ont été refusés, notamment à Neuchâtel, par un vote de la population. Alors dites-nous un peu, est-ce que la Suisse pourrait quand même un peu s'intéresser à ces gaz de schiste ou pas? Ou est-ce qu'il faut l'oublier? Non, alors, ce qu'il faudrait dire en premier, c'est que la Suisse doit s'intéresser à son sous-sol pour l'exploitation et la gestion des ressources naturelles de tout genre. Il ne faut pas se limiter juste au gaz de schiste, et il faut surtout éviter le piège de dire je ne veux pas une technologie. Il ne faut pas dire je ne veux pas le fracking parce qu'on a fait des erreurs avec le fracking. Il faut dire je veux savoir quelles sont les ressources du sous-sol, et ensuite il faut développer une stratégie sur l'énergie, et la population doit décider si finalement elle veut du gaz, des hydrocarbures, de l'énergie renouvelable. Mais actuellement, si on discute beaucoup de ça, c'est qu'aussi on n'a pas des connaissances suffisantes du sous-sol. On connaît assez bien, surtout le plateau suisse et le Jura, on connaît assez bien en profondeur, grâce notamment aux explorations des pétroliers dans les années 60 à 90, qui nous ont fourni une sorte de radiographie, qui ont aussi fait quelques forages, et donc on connaît assez bien les couches géologiques. Mais malheureusement, on ne les connaît pas assez bien et assez précisément pour pouvoir vraiment dire voilà, là, on a une ressource qui a tel ou tel potentiel, mais on peut le faire en gros. Par exemple, M. Vernon Loy, qui travaille avec M. Petitpierre aussi, il a fait une carte récente et il estime dans une de ses publications qu'on a à peu près 120 millions de mètres cubes de gaz potentiellement, de gaz de schiste en Suisse. Alors on a une consommation de 3,5 millions par année. Donc ça pourrait être intéressant. Le grand bémol avec tout ça, c'est que pour vraiment savoir, il faudrait qu'on aille voir. Un forage pétrolier, un forage aussi sur la géothermie, on ne saura si ça fonctionne qu'une fois qu'on aura fait le forage. Donc mon souci en tant que géologue, c'est qu'on bloque toute recherche sur le sous-sol, ce qui ne nous permettra pas de répondre aux questions essentielles. Ensuite, il faut peut-être encore faire un commentaire par rapport aux États-Unis ou par exemple à la Pologne ou l'Allemagne. La situation géologique en Suisse est très différente. Nous sommes dans l'avant-pays d'une chaîne de montagnes qui est encore active, ce qui fait que beaucoup de failles sont sous tension, et donc on ne voudra pas aller jouer avec ça. C'est ce qui s'est passé à Bâle, c'est ce qui s'est passé à Saint-Gall,
Il y en a beaucoup de ces failles, on ne les connaît pas encore. On ne connaît même pas encore quelle est vraiment l'activité sismique. Donc il faudrait d'abord établir une sorte de baseline, faire un monitoring autant de l'eau que de la sismicité avant de savoir ce qui se passe et mieux détecter dans ce sous-sol. Et ça, c'est très important aussi pour la géothermie, puisqu'on va utiliser des techniques semblables, on va changer la pression dans le sous-sol par le biais de l'hydrofracturation, et donc on risque de perturber le champ de contrainte locale et faire jouer des failles. Pour vous donner un exemple, on sait du pétrole que les systèmes de failles qui sont si vous voulez, sous contrainte critique, c'est-à-dire si on change à rien du tout, ils bougent, et bien c'est aussi celles qui sont conductives en fluide. Donc en géothermie, c'est ce qu'on voudrait rechercher. C'est ce qu'ils ont fait à Saint-Gall. Ils ont spécifiquement foré sur une faille comme ça, parce que potentiellement c'est intéressant pour amener l'eau. Mais en même temps, c'est un risque énorme quand on ne maîtrise pas le champ de contrainte. Et ça, c'est une des données qu'on ne connaît pas. Et si on se bloque à toute avancée technologique et à toute prospection, on ne va pas pouvoir le savoir non plus. Donc c'est un enjeu très important. Je comprends très bien qu'il y a tout un risque associé avec la technologie de la fracturation hydraulique, mais qui, comme M. Louis l'a dit, c'est un problème technologique et on peut le mitiger. Et ça serait dommage de se bloquer de toute exploration des ressources du sous-sol. J'ai peut-être une question au géologue que vous êtes. En France, dans le débat sur la fracturation hydraulique qui a été stoppé par le gouvernement, l'Académie des sciences françaises, dans un document officiel, a protesté contre cette interdiction, disant que c'était une aberration intellectuelle de le faire. Un document tout à fait intéressant qui fait l'état de la question. Mais on parlait aussi de nouvelles technologies pour éviter la fracturation hydraulique. On parlait notamment d'une fracturation électrique. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce qu'on progresse? Ou est-ce que c'est peut-être une solution alternative? Alors, je ne sais pas où on en est exactement avec ces techniques, mais c'est certainement pas encore au niveau où on pourrait les utiliser. Et il ne faut pas oublier, en géothermie profonde par exemple, une chose c'est de faire de la fracturation hydraulique, mais vous allez à longue durée changer les pressions, puisque vous allez continuer à injecter de l'eau qui circule. Vous le mettez plus sur haute pression, mais vous changez les données de réservoir. Si vous faites la séquestration du CO2, puisque ça aussi c'est une ressource du sous-sol, vous allez changer en permanence l'état de ce réservoir dans le sous-sol. Et c'est ça qui pose un problème et qu'il faut mieux étudier. Donc c'est pas tellement la technique elle-même, comment on fait, mais dès que vous changez l'état des contraintes, la situation dans le sous-sol, c'est ça qui va poser un problème et qu'il faut vraiment bien étudier. D'accord. Je me tourne vers M. Bianchetti. Vous êtes un géologue aussi, mais vous êtes actif dans l'exploration en Suisse. Alors parlez-nous un peu de votre expérience et peut-être des risques aussi maintenant de l'opinion publique, parce qu'on voit très bien qu'il y a un risque de communication contre communication dans le débat, et que finalement on arrive presque à une situation où, un peu comme les EGM, on ne peut plus en parler parce que soit on est pour, soit on est contre, mais il n'y a plus d'entre les deux. Est-ce que vous ne craignez pas un peu ce mouvement, ou est-ce que vous arrivez, en discutant avec la population localement, à expliquer ce que vous faites et à maîtriser un peu les risques? Écoutez, actuellement, il y a un amalgame qui se fait entre gaz de schiste et puis géothermie profonde. L'amalgame est justifié car en fait on utilise un même moyen pour sortir d'une ressource énergétique, c'est-à-dire le fracking. Il y a des différences quand même entre les deux, mais je ne veux pas faire une guerre de chiffres, de produits chimiques. De toute façon, les techniques évoluent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce qui est le principal problème qui est soulevé pour les gaz de schiste, ça veut dire la contamination de l'environnement, on arrivera à utiliser des acides ou des produits de moins en moins nuisibles. Pour ce qui est de la géothermie, le principal problème, c'est la création de sismicité induite. Et là aussi, on avance et puis on arrive actuellement à la maîtriser. Il y a un projet qui s'est terminé tout dernièrement en Alsace. Ils ont fait de la fracturation hydraulique et puis ils ont réussi à maintenir leur niveau sismique à des niveaux qui ne sont pas perceptibles par la population. C'est le projet de Soultz qui est soutenu. Non, pas du tout, pas du tout. C'est les gens de Soultz, on fait un projet à Richtershofen. C'est tout récent et puis ils vont alimenter une usine à amidon avec de l'eau à 160 degrés. Voilà. Et ils ont atteint leur objectif en termes de débit. Maintenant, pour moi, le débat est tout autre. Le débat, c'est un débat de société. Est-ce que, et là je profite, je veux dire, de défendre quand même ma géothermie et de dire que
Actuellement, c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut continuer avec les énergies fossiles ou est-ce qu'on veut enfin amorcer un virage avec l'énergie renouvelable? Je constate juste une chose, on nous annonce qu'aux États-Unis, effectivement, les États-Unis deviennent pour la première fois exportateurs de gaz, et puis que le prix du gaz est très bas aux États-Unis. Quelle est la conséquence? Il faut voir aussi les conséquences macroéconomiques. Le charbon américain est très bon marché, on l'achète en Allemagne, on fait tourner les centrales électriques allemandes avec du charbon. Donc nous, notre bilan CO2 est négatif. En plus de ça, si on veut voir au niveau de notre économie suisse, l'énergie électrique est tellement basse, grâce aussi à ces centrales à charbon, que pour finir, nos barrages doivent parfois ne pas turbiner, laisser passer l'eau, car le prix de l'énergie électrique est tellement bas. Alors, mon idée est la suivante, c'est de dire, tout d'abord, si on raisonne de nouveau en termes macroéconomiques, qu'est-ce qui va se passer? On accepte la recherche de gaz de schiste en Suisse, on en trouve, ce ne sera pas le seul pays où on en trouve. On a très bien dit que dans d'autres pays comme la Pologne, la France, l'Allemagne, il y a beaucoup plus de réserves que chez nous. Alors, un paradigme dans l'économie, c'est qu'on achète toujours l'énergie la meilleure marché. Et donc, on ira acheter pour finir pas du gaz de Poutine, mais du gaz qui vient de Pologne, de France ou d'Allemagne. Première chose. Donc, est-ce que vraiment ça vaut la peine de développer les gaz de schiste en Suisse? Sans compter aussi que pour exploiter ces réservoirs, il faut quand même constamment renouveler les puits de pompage. Donc, actuellement, on arrive à partir des mêmes plateformes à faire 6-8 forages, mais après, il faut quand même, une fois qu'on a épuisé ces réservoirs, et on les épuise dans un laps de temps de 2 à 5 ans, et 50% du gisement à exploiter sur la première année, il faut se déplacer. Est-ce qu'on a suffisamment de place? Est-ce qu'on trouvera au niveau de la population, des paysans, des accords pour pouvoir faire ce type d'installation, comme on le voit sur les photos Google aux États-Unis? Je dirais que la décision, ce ne sera pas une décision technique, ce sera une décision politique. Et heureusement, nous en Suisse, on a un certain pouvoir de démocratie assez important. Ça veut dire que c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas comme en France, ce n'est pas comme en Allemagne, ce n'est pas comme aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là le peuple qui devra décider si oui ou non il y a un moratoire sur les gaz de schiste. Maintenant, moi, ce qui me tient à cœur, c'est la géothermie. La géothermie, c'est une énergie qui est renouvelable, qui n'est pas fossile, qui n'a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Et je pense que même des producteurs de gaz, ou des fournisseurs de gaz plutôt que Moldigaz, ont donné un signal fort. Je vous signale juste que le projet AGEP, donc un projet de géothermie qui se déroulera à la Ville-et-Bains, Moldigaz a accepté d'entrer en tant que partenaire avec des montants relativement importants. Ça veut dire qu'au niveau de l'industrie du gaz, il y a aussi une ouverture. Et ce que je souhaite, c'est qu'au niveau fédéral, on puisse aider financièrement les premiers projets, car ce n'est pas une technologie encore aboutie, en tout cas pour ce qui est de la fracturation hydraulique, et que des fournisseurs, des producteurs de gaz puissent commencer à investir aussi dans la géothermie. Voilà mon message. Merci, M. Petit. Alors, évidemment, la transition est toute trouvée pour vous, M. Petit-Pierre. Donc, vous êtes le président de Moldigaz et aussi de Gaznat. Vous êtes l'acteur le plus important en Suisse romande, peut-être même en Suisse dans le gaz. J'aimerais que vous puissiez intervenir sur deux tableaux. L'un sur la géopolitique du gaz, parce qu'il se passe quelque chose d'assez exceptionnel dans cette industrie. Et puis, vous répondez aussi à M. Petit, est-ce que vous êtes prêt à aller dans la géothermie profonde et exploiter cette source d'énergie? Merci beaucoup. Mais effectivement, d'abord, je ne sais pas si j'ai vraiment ma place ici avec trois éminents géologues, alors que je ne suis qu'un ingénieur de cette maison, et dont la formation géologique s'est acquise sur le tas. Par contre, je suis entouré naturellement de mon secours, M. Lloyd, dont vous parliez tout à l'heure, et qui est mon compagnon sur le projet de Petros Vibrid depuis 1992. Donc, s'il y a des questions un peu plus pointues, je me permettrai de recourir aux compétences de Bernard Lloyd. Pour revenir à votre question, dans la foulée de ce que vient de dire M. Bianchetti par rapport à la géopolitique, à la question des prix, il est évident qu'on assiste à un changement de paradigme énergétique profond aujourd'hui, avec l'arrivée de cette politique américaine en matière de gaz de schiste, qui est en train de bouleverser complètement le monde économique et qui va surtout à l'avenir bouleverser le monde économique par une politique, je dirais, d'expansion des États-Unis, à nouveau en direction de l'Europe,
Ils avaient perdu leur prérogative économique après les quelques 30 années qui ont suivi le débarquement de 1944. Eh bien, aujourd'hui, ils vont revenir, ou demain, ils vont revenir, si nous ne sommes pas particulièrement attentifs, notamment à nous prémunir contre ce risque, parce que je considère que c'est un risque, de ne pas chercher notre propre autonomie énergétique. Alors, il est vrai qu'en Suisse, de façon très modeste, si l'on peut couvrir quelques décennies de nos besoins avec du gaz naturel, eh bien, je pense, M. Bianchetti, que nous aurons atteint nos objectifs, parce que nous allons tous, sans exception, vers une transition énergétique, qui sera d'ailleurs le sujet de la table ronde de cet après-midi. Le tout, c'est de savoir à quel horizon, et le tout aussi est de savoir comment nous y allons pendant cette période qui nous en sépare. Eh bien, la meilleure solution, c'est d'y aller avec une certaine indépendance et avec une certaine capacité de recours à des énergies endogènes. Enfin, lorsque l'on parlait effectivement de la géothermie et de l'implication de l'eau et du gaz, j'ai effectivement le plaisir de présider aussi cette société et d'avoir été à la base de ce choix, de rejoindre nos collègues, notamment électriciens, sur ce projet de la baie de l'AGEN. Donc on partage aussi cette vision-là des choses. Par contre, notre responsabilité est de faire en sorte que pendant cette période de transition, on ne va pas pouvoir simplement tourner un gros bouton rouge et en disant demain il n'y a plus de gaz ou demain il n'y a plus d'électricité nucléaire. Donc on doit effectivement assurer ce passage aussi facilement que possible et surtout à des conditions économiques intéressantes. Pour éviter que demain nous soyons complètement cuits et rôtis dans les mains de nos amis américains en matière d'approvisionnement gazier, parce que c'est ce qui nous connaît, tous les pays européens, en tout cas les grands producteurs, ont décidé de moratoire dont ils ne vont pas se départir ainsi, je dirais, du jour au lendemain, ce qui veut dire qu'il y a une inertie maintenant qui s'est mise, notamment dans la recherche et le développement des gaz de schiste, qui font qu'en 2018, lorsque les Américains seront plus qu'autoproducteurs, mais auront la capacité de pouvoir envoyer des méthaniers en direction de l'Europe, et bien à ce moment-là, nous serons trop en retard pour pouvoir contrer cette énergie-là, et on va retomber dans une logique de dépendance. Cette géopolitique à l'échelle planétaire, elle se joue aujourd'hui, on le voit aussi avec ce qui se passe en Ukraine, et c'est un jeu, naturellement chacun joue avec les cartes qui sont les siennes, c'est un jeu dans lequel les Américains excellent. Alors moi je prétends que s'il y a, et il doit y en avoir une certaine capacité de pouvoir trouver une autonomie énergétique pendant cette période de transition, notamment dans le domaine du gaz, c'est irresponsable, et là je rejoins parfaitement M. Mozart, c'est irresponsable de vouloir se fermer les yeux et de ne pas aller voir ce qu'il y a et dans quelles conditions on pourrait récupérer cette énergie. Merci. J'ai donc une question pour M. Galam, sur les États-Unis toujours. Effectivement, les États-Unis sont en production extrêmement élevée de gaz, le prix du gaz est très bas, ils ferment leur centrale à charbon au profit de centrales électriques maintenant alimentées par le gaz. Ils promettent éventuellement d'exporter de manière plus importante. Et puis il y a quand même des papiers qui sortent aux États-Unis qui disent attention, on était dans une bulle parce que s'épuise peut-être plus vite que ce qu'on imagine et on pourrait se retrouver avec un crack du gaz. Donc d'un coup, on aura une mauvaise surprise. Est-ce que vous en savez quelque chose ou est-ce qu'il faut s'en remettre simplement au rapport américain de l'administration américaine, l'Agence internationale de l'énergie, qui sont relativement confiants, alors que des spécialistes de l'industrie pétrolière du gaz parfois sont plus critiques? Alors tout ça tient au processus physique de l'extraction. Donc là, on est dans un processus où on doit en quelque sorte aspirer ce gaz-là. Donc ce n'est plus par mouvement naturel, disons, de façon simple, que le gaz va remonter en surface. Et donc, c'est ce qui a été relevé tout à l'heure, donc là, comme on est dans un phénomène d'extraction, donc on arrivera à extraire dans le volume qu'on a fracturé en quelque sorte. Donc les quantités, elles sont là, elles sont énormes. Mais par contre, on n'arrivera à extraire que dans ces volumes-là. Et ce qui fait qu'actuellement, la durée de vie de ces puits est en moyenne de 12 ans. C'est-à-dire que sur une décennie, on a épuisé la capacité d'extraire. Donc il y en aura encore du gaz, mais on doit à ce moment-là forer à côté, donc bouger, forer à côté pour extraire à nouveau. Donc le processus est un peu différent. Donc c'est des puits à plus faible durée de vie, mais par contre les volumes sont là. Il y a des coûts d'extraction qui resteront compétitifs. Ah oui, parce que là, la machine est complètement rodée, et donc tout est opérationnel de ce côté. Si je peux juste me permettre, puisqu'on peut faire le lien aussi en géopolitique par rapport à cette production d'électricité aux États-Unis, donc on dit qu'aujourd'hui elle est faite à partir de gaz naturel, c'est vrai. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'une partie importante du charbon dont on parlait
tout à l'heure, qui est consommé en Europe, une partie importante de ce charbon est du charbon américain, qui nous est livré à des prix défiant toute concurrence. On paye juste le transport, on paye quasiment pas la matière première. Tout ceci pour que les Européens n'aient pas faim en matière d'électricité, numéro un, donc on puisse produire de l'électricité. On met du charbon à disposition. Obama l'avait déclaré le 26 mars dernier à Bruxelles, il s'y est engagé. Mais c'est surtout pour éviter que les centrales actuelles qui produisent de l'électricité à partir de gaz naturel, pour une bonne partie russe, c'est que ces centrales-là soient mises hors circuit. Pour qu'elles soient mises hors circuit, il faut qu'effectivement l'énergie alternative soit bien meilleur marché. On le disait tout à l'heure, M. Bianchetti le rappelait. Or, aujourd'hui, produire de l'électricité en Europe avec du charbon coûte 3 fois moins cher de le produire avec du gaz naturel. Simplement, le prix du charbon qui est utilisé pour cette production-là n'est pas du tout représentatif de sa vraie valeur et surtout n'est pas du tout représentatif de sa pollution et de sa contribution à la production de CO2, puisqu'aujourd'hui les certificats de CO2 sont manifestement bien trop bon marché pour pouvoir se prémunir contre ce genre d'excès d'abus. Tant et aussi longtemps que les Européens n'auront pas faim en électricité, et bien naturellement, ils accepteront ce charbon, ils accepteront de polluer comme on le fait aujourd'hui très abondamment, et puis en même temps, nos amis américains mettent les bâtons dans les roues de nos amis russes, puisque c'est aussi nos amis dans le domaine gazier, en faisant que cette consommation qui était dédiée à la production d'électricité à partir du gaz naturel ne se fait pas, donc ce sont des quantités de gaz qui ne sont plus achetées en Russie. Merci. Une question peut-être pour vous, Monsieur Jean. Vous avez lancé un appel qu'on explore le sous-sol suisse, qu'on ait une idée plus précise de ce qu'on a sous les pieds. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, on connaît bien le sous-sol, parce que le sous-sol étant privé, par nature, là, les Américains se sont intéressés à ce qu'ils avaient sous les pieds, éventuellement de savoir s'il y a du pétrole ou autre chose. Qui va payer ce travail? Quels seront les fonds? Est-ce sont des fonds publics? Comment vous allez les réunir? Je pense que pour inciter cette recherche, c'est la Confédération et les cantons qui doivent stimuler cette recherche en y injectant une certaine quantité d'argent. Les cantons de Genève, par exemple, font déjà ça. La Confédération a aussi lancé un grand projet pour faire des recherches sur le sous-sol, mais quand on regarde la somme qui est investie, c'est triste, quoi. Parce que si vous voulez savoir ce qui se passe en bas, par exemple en termes de géothermie, il faudrait faire un forage exploratoire. On parle de 50 voire 100 millions, un forage. Il nous en faut plusieurs de ces forages. Il ne faut pas imaginer que 2 ou 3 forages vont suffire. Et donc il faut stimuler ça. Les acteurs privés comme les pétroliers ou les électriciens ne sont pas chauds de se lancer dans des aventures où c'est à perte. C'est compréhensible. Ils sont là pour faire du bénéfice, entre autres. Ce n'est pas des associations philanthropiques. On l'a bien compris. Mais donc c'est un rôle du gouvernement et des cantons et des confédérations de stimuler cette recherche et éventuellement de mettre les bases. Typiquement, un exemple concret, ce serait, puisque je viens de Fribourg, l'État finance un projet de recherche du sous-sol, des lignes sismiques, éventuellement même un forage, peut-être en collaboration justement avec une entreprise pétrolière, on pourrait faire une joint venture, et comme ça on aurait une connaissance meilleure, on pourrait mieux décider ce qu'on veut faire ensuite dans le sous-sol, quitte à ce qu'ensuite une compagnie électrique ou un pétrolier prenne le relais. Avant cela, il faut quand même encore une décision politique sur ce qu'on veut exploiter. Ça, c'est un autre volet qu'il faut décider. Ensuite, il reste le volet législation. Et bien, ce volet-là, on a des anciennes législations en Suisse, et la plupart des cantons sont en train de se doter d'une nouvelle législation pour mieux gérer, faire une gestion du territoire, mais en fait du sous-sol. Donc, au Fribourg, par exemple, on va avoir une nouvelle loi comment on traite toutes les ressources naturelles du sous-sol, pas les techniques, vraiment les ressources. Et ensuite, il faudrait faire une gestion de ce sous-sol, mais là, on n'en est qu'au début, et ça va progressivement venir, mais c'est très important. Donc le rôle de leadership des cantons et de la Confédération sont très importants. Merci. Et puis, je poserai encore une dernière question avant de passer la parole, mais elle me brûle les lèvres. Monsieur Petit-Pierre, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez faire un scoop? Il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de journalistes. Qu'est-ce que vous avez trouvé sous le Léman? C'est pas un scoop, on en a très largement parlé. Les autorités sont parfaitement conscientes et en connaissance des premiers résultats qui ont été obtenus. Nos voisins de droite aussi, et d'autres, ici dans la salle. Donc on n'a rien caché. Et je préciserai d'ailleurs, dans le prolongement de ce que vient de dire M. Bozard, c'est que
Le canton de Vaud est un canton particulièrement heureux, enfin je l'espère qu'il est comme ça, ou qu'il le ressent comme ça, puisque les recherches qui ont été faites sans recours à des fonds publics, que ce soit cantonaux ou fédéraux, sans assurance comme cela se donne ou cela se demande lorsqu'on fait des lignes sismiques ou qu'on fait de la recherche. On demande toujours à peu près 50% de la perte en couverture par la Confédération. Mais nous l'avons fait sur nos propres deniers, sur nos propres réserves, et je pense que le canton de Vaud en est conscient et apprécie aussi cela. Alors pour revenir aux résultats, qui sont des résultats purement partiels, eh bien les résultats sont favorables. Nous avons découvert la présence de gaz naturel à des grandes profondeurs, à plus de 3000 mètres de profondeur. Les travaux auxquels nous nous livrons maintenant et auxquels nous allons nous livrer l'année prochaine sont simplement destinés à affiner ces connaissances et savoir si ce que nous avons découvert comme gaz présent dans ces grandes profondeurs est économiquement exploitable. Et quand je dis économiquement exploitable, ça touche deux aspects. Le premier, est-ce que les quantités sont là? Et le deuxième, est-ce que l'extraction et le prix auquel ce gaz arriverait en surface est compatible avec le gaz du marché tel que nous le payons aujourd'hui? Donc c'est les investigations dans lesquelles nous allons nous lancer l'année prochaine, lorsque le canton de Vaud, et je salue ici la présence d'un géologue cantonal qui suit mon regard, lorsque le canton de Vaud nous aura donné le permis de recherche profond qui nous autorise à aller poursuivre les investigations, encore une fois, totalement gratuites et pour le plus grand bénéfice du trésorier, du financier vaudois, si les choses s'avèrent positives. Merci. M. Blakety, vous voulez intervenir? Volontiers. J'aurais juste aimé faire remarquer que le développement des énergies renouvelables est lié au prix des énergies fossiles. Donc c'est ça la base. Plus l'énergie fossile ont un prix qui est bas, et moins l'énergie renouvelable va se développer. Maintenant, on est tellement longtemps depuis un certain mécanisme, système économique, qu'on ne s'est même plus rendu compte qu'en fait, au niveau des énergies fossiles, c'est nous, le consommateur, qu'on paye les taxes pour la pollution que ce moyen provoque. C'est comme si vous aviez un dealer qui vend de la drogue. Ce n'est pas lui qui va en prison, c'est le dealer qui va en prison. Actuellement, le prix de l'énergie fossile, en fait, est vendu à un prix très bas. Mais en fait, ce n'est pas eux qui payent pour finir la pollution qui, au final, est provoquée par ces énergies fossiles. Et ça, je trouve que c'est la grande différence avec l'énergie renouvelable. Nous, on produit en fait une énergie et puis on la vend directement, en fait, sans qu'il y ait des taxes, etc. Et on doit se caler, en fait, taxes comprises ou taxes non comprises, non comprises pour l'énergie renouvelable. On doit avoir les mêmes prix. Si le prix de base de la matière est très bas, il est clair qu'à ce moment-là, on n'arrive pas à être compétitif. Oui, ça c'est clair. Il y a un déséquilibre, juste un chiffre, on le connaît, il est officiel de l'Agence internationale de l'énergie. Il y a 680 milliards de dollars de subventions à l'énergie fossile dans le monde, et le total des subventions aux énergies renouvelables est 60 milliards. Voilà, ça donne une idée du rapport, c'est de 1 à 10. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions de Sion, de l'école ou de la salle ici? Il faut profiter, là, vous avez un panel de spécialistes. Oui, monsieur Papa. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui s'intéressent à Forêt en Suisse à l'heure actuelle? Je vais me substituer au géologue. Oui, il y a de nombreuses compagnies, enfin nombreuses en tout cas, 3, qui sont intéressées à Forêt, mais naturellement, dès que le mot grossier schiste est prononcé, tout le monde retourne à la case départ, et ce qui fait que l'intérêt pour le forage en Suisse, mais comme dans les autres pays actuellement en Europe, cet intérêt est relativement faible, parce qu'on n'ose même pas prononcer le terme schiste. Mais de l'intérêt, il y en a, c'est évident. Si je peux peut-être ajouter, on parle toujours des gaz de schiste, mais ce n'est pas que ça que les compagnies pétrolières cherchent. Il y a aussi d'autres ressources qui sont plus bas que les gaz de schiste, qui présentent aussi un intérêt. C'est aussi du gaz qui est difficile à sortir, mais pas au même titre, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent, pas au même titre que les gaz de schiste. Donc il faut comme vous l'avez dit, monsieur Petit, pas faire un amalgame de toutes les choses. Et oui, il y a Celtic, Peos, la Chupar Energy, Petros Vibri, Tethys Oil à Genève. Donc il y a un certain nombre de compagnies qui ont des permis
d'exploration, pas encore d'exploitation. Il y a une différence au niveau. D'autres questions? Oui. Oui, une question sur les États-Unis. Actuellement, je ne sais pas quelle est la situation exacte actuellement, mais il y a encore quelques années de ça, l'eau qui était utilisée, qui était polluée par les liquides de fracking, était simplement injectée dans les puits et pas retournée à l'environnement. Or, le gaz de schiste, l'extraction de gaz de schiste demande des grandes quantités d'eau. Si l'administration américaine exigeait qu'on retourne cette eau à l'environnement, il semblerait que le prix de nettoyage de cette eau impacte de façon significative sur le coût d'extraction et que ce gaz qui est aujourd'hui très bon marché à l'extraction, et c'est pour ça qu'il y a les États-Unis en ont fait une nouvelle stratégie, il se pourrait que ce gaz ne soit plus aussi compétitif que ça. Quelle est la situation actuelle? Vous voulez répondre, M. Louis, puis peut-être M. Narkiti? Sans être nécessairement un représentant de la situation américaine. Alors, effectivement, il y a énormément de puits d'injection de cette eau qui est utilisée. D'abord, il faut voir que la grande majorité de l'eau utilisée n'est pas de l'eau potable, hein, tout d'abord. Donc, c'est de l'eau qui est déjà, c'est ce qu'on appelle des brines. Donc, c'est de l'eau déjà qui vient de grande profondeur, qui, dans tous les cas, on ne serait pas servi comme eau potable. Mais effectivement, la pratique actuelle, c'est ensuite de la réinjecter dans d'autres aquifères en sous-sol. Alors effectivement, si cette eau-là, qui en général n'était pas déjà potable, devait être par la suite rendue potable et donc mise comme ça donc à disposition au niveau des aquifères en surface, le coût serait extrêmement élevé, c'est évident. Mais en fait, il faut bien distinguer les choses. Donc, il y a cette histoire d'eau potable qui est polluée, hein, principalement polluée par des cimentations mal faites. C'était au début de l'exploration. Maintenant, on a remédié au problème. Et puis, je regrette d'ailleurs que dans des films comme Gazland, on ne soit pas parfaitement honnête. Voilà, c'est il faut le dire. Par contre, il y a l'eau profonde, ça c'est clair. Il y a des eaux qui sont saumâtres, qui ont 50, 100 grammes par litre. Maintenant, ces eaux amènent aussi des métaux lourds en surface, car c'est des eaux qui sont relativement acides. Il y a aussi des éléments radioactifs naturels. Maintenant, il est clair, tant que cette eau, on la réinjecte dans l'aquifère profond, pas de problème. Mais au début, en tout cas, de l'exploration, en tout cas de la production de gaz de schiste, on l'amenait loin, cette eau, avec des camions, car seulement une partie de l'eau était recyclée pour le fracking. Voilà. Mais de nouveau, je pense que le niveau technique, on arrivera à faire du fracking qui est propre. Il y a un énorme développement qui se fait dans l'industrie gazière. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est pour finir ce fameux choix de société. Car si on continue à renvoyer en fait ce départ sur l'énergie renouvelable, eh bien, je peux vous dire que la prochaine étape, ça sera dans 30-40 ans, des gaz qui se trouvent à 4-5 000 mètres de profondeur. Et il y en a. Il y a une couche qui s'appelle le permocarbonifère. On ira chercher les gaz là-dedans. Voilà. J'ajoute même à 7 000 mètres. Donc, au Brésil, c'est ce qui se développe en ce moment. Oui, M. Petitvier. Pour poursuivre dans la question du prix à payer pour la pollution aux États-Unis, j'ai de très très grands doutes sur l'arrivée un jour de taxes qui mettent le prix du gaz de schiste à des niveaux économiques qui rabaisseraient encore la performance économique des États-Unis. Je crois, vous l'avez vu d'ailleurs dans quelques interventions de Barack Obama, il y a une détermination très claire au niveau des États-Unis, c'est de recouvrer cette indépendance énergétique qui était la leur dans les années 76. Parce que tout le monde croit encore aujourd'hui que le choc pétrolier des années 70, c'était le fait des producteurs arabes. Rien à voir, c'est la baisse de production du pétrole aux États-Unis qui a, parallèlement à ça, pas diminué la demande. Donc il y a eu un gap très important et c'est le jeu de l'offre et la demande qui a fait qu'on a eu les chocs pétroliers des années 70. Il ne faut juste pas oublier ça. Donc il y a une capacité, une volonté, non pas de nuisance, mais enfin de défense de leur propre et unique intérêt au niveau des États-Unis qui feront que jamais, en tout cas ce que l'on peut en croire aujourd'hui, jamais ils viendront imposer leur gaz de schiste pour les rendre économiquement dans des situations difficiles. Il suffit de voir ce qui s'est passé au niveau de la polémique autour des gaz de schiste. La plus grande polémique vient des États-Unis. L'émission des rapports les plus attaquants sur le gaz de schiste ou les plus agressifs sur les gaz de schiste sont produits par les États-Unis.
Et les États-Unis sont les plus grands producteurs de gaz de schiste au monde. Cherchez l'erreur, on a quelques mots, en tout cas pour ce qui concerne la solution. Mais les Valaisans doivent quand même se faire des soucis, hein, car imaginons que dans un futur, on arrive à exploiter des gaz de schiste en Suisse. Le prix des gaz de schiste sera à peu près comparable, un tout petit peu supérieur à celui des États-Unis. On produira de l'électricité avec ces gaz de schiste, on arrêtera de turbiner. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, à un certain moment, on achète et on produit toujours avec l'énergie qui est la meilleure marché. Et tant qu'on aura ces fameuses réserves qu'on annonce très importantes, eh bien, on se passera de la production hydroélectrique. Donc, si j'étais valaisan, je me ferais quand même des soucis, car actuellement, ça apporte quand même pas mal d'argent. Et ça a bien diminué cet apport d'argent. Hein. Si le canton commence à devenir déficitaire au niveau de son budget, c'est aussi à cause de ces rentrées qui sont manquantes actuellement. C'est peut-être le paradoxe, parce que vous vous souvenez, il y a quelques années, on parlait du peak oil, donc tout le monde s'inquiétait de la baisse de la production de pétrole globalement. On aurait atteint le maximum de production. Il y a eu plein de choses là-dessus, plein de rapports, etc., des associations aussi qui créent, qui alimentent ça. Puis maintenant, vous avez des rapports inverses où on nous dit on va nager dans le pétrole parce qu'on ira le chercher partout, on arrive à remettre sous pression des anciens puits, notamment au Dakota, et on risque d'avoir un crack pétrolier à l'envers. C'est-à-dire on risque d'avoir un prix du baril de pétrole qui va devenir à $10 et qui pourrait ruiner complètement la Russie. Et certains disent que c'est quand même un objectif des Américains à nouveau, comme ils avaient ruiné la Russie de Gorbatchev. D'où la grande crainte de nos amis écologistes, mais pas seulement, des défenseurs, et M. Bianchetti en est, de l'usage et du recours à des énergies telles que la géothermie, parce qu'effectivement, et c'est tout à fait juste, le seuil, nous on l'avait estimé à peu près à $160 le baril, il faut arriver à quelque chose comme 160 à 180 $ le baril pour que les énergies renouvelables, éoliennes, photovoltaïques et autres, arrivent à survivre sans dépendre, d'être toxico-dépendants des subsides de l'État. C'est nous qui les payons aussi, hein, il faut bien être clair. Alors c'est évident que ces zones-là, on va varier entre $60 le baril, c'était la zone qui faisait que les gaz de schiste commençaient à devenir intéressants. En dessous de $60, ça ne servait à rien du tout d'aller chercher des gaz de schiste. Ce matin, on est à $88 le baril. Vous voyez, on se trouve entre ces deux limites. Or, il est évident que tant que le prix du baril se situe aux environs de 80 à 100 $, eh bien, les énergies alternatives, les énergies renouvelables ont peu de chances sur un plan économique de pouvoir prendre la place qui est la leur sans avoir recours à la FPC et à d'autres subsides qui finalement vont ruiner le peuple. Cette menace d'une mer de pétrole, est-ce qu'il faut vraiment y croire? Parce que c'est vrai que si l'Irak se met à produire, si la Libye se remet à produire, si on arrive aussi à développer des techniques nouvelles dans ces régions, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne peux pas vous dire ce qui se produira exactement quand ils vont se mettre à produire, mais une chose est sûre, c'est que les hydrocarbures, c'est une énergie finie. Il y en a une certaine quantité, on en utilise toujours plus, et donc à un moment donné, c'est clair que ça va s'arrêter. C'est pas en disant qu'on en trouve un petit peu plus, qu'on fait durer le peak oil un petit peu plus long. C'est très important pour la transition, vous l'avez mentionné. Et puis il n'y a pas que le pétrole quand même. Par exemple, on a aussi décidé de ne plus avoir de centrales nucléaires. Et cette électricité-là, on ne parle pas d'eau chaude, hein, mais de l'électricité, on aimerait la remplacer aussi. Et la géothermie, alors là je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Bianchetti, elle a un rôle à jouer aussi là. Ce n'est pas que le pétrole qui gouverne ce qui va se passer. On doit remplacer ces centrales nucléaires avec de l'électricité qui vient de quelque part. Là, la géothermie profonde a un rôle majeur à jouer. Ce n'est pas le pétrole qui va remplacer ça. Enfin, il faut espérer qu'il ne va pas remplacer ça. Peut-être juste un petit bémol sur l'aspect géothermie, c'est que la géothermie dépend aussi d'un positionnement géologique. Hein. Et donc, on ne peut pas produire là où on veut cette électricité, parce qu'il nous faut des températures extrêmement élevées, où il nous faut de la vapeur, des choses comme ça, et on ne trouve pas partout. Et loin de là. Donc c'est pas parce qu'on veut le faire qu'on pourra le faire, au moins dans un petit pays comme la Suisse. Et peut-être juste aussi, j'aimerais rebondir sur la production hydroélectrique du Valais, et donc le directeur de l'énergie Saint-Terre de l'EPFL avec nous, qui pourrait peut-être aussi clarifier la chose sur le fait qu'en Suisse aujourd'hui, on n'arrive pas à subvenir à tous nos besoins énergétiques. Hein. Donc je crois avec toutes ces productions,
tout en prenant en compte le nucléaire aujourd'hui, je crois qu'on a encore besoin de beaucoup de sources d'énergie, et c'est sûr que si on devenait à enlever les 40% du nucléaire, le problème devient très très épineux. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'on a des questions du Valais? Je vois. Ah, d'accord. Voilà. Eh bien, oui, monsieur Farah. Une dernière question. On a estimé ce potentiel de gaz suisse, vous avez parlé de cet auteur qui l'a fait. Qu'est-ce que ça représenterait en nombre de... On a vu le nombre de trous qui étaient nécessaires pour avoir cet afflux de gaz américain. En Suisse, ça représenterait quoi? Combien de forages avec tous les éléments si on voulait exploiter ce gaz suisse? Alors, avec les progrès technologiques, je ne pourrais pas vous dire, mais avec les progrès technologiques, on peut faire depuis une tête au moins déjà 15 trous horizontaux au minimum. Donc ça devient de moins en moins. Et je pense qu'ils vont pouvoir aller plus loin. La seule personne que moi je connaisse qui peut peut-être vous répondre, c'est M. Loy. C'est lui qui est l'auteur de cette étude sur le potentiel des gaz de schiste, et peut-être que lui, il a une idée plus précise. Oui, merci, Werner Loy, géologue, on m'entend. Le progrès technologique est vraiment immense. Quand on a fait ces estimations l'année passée, on arrive à 50 milliards, autour de 50 milliards mètres cubes de gaz. La Suisse utilise 3, ou consomme 3 milliards et demi par année, alors c'est quand même un potentiel qui représente quelques années. Maintenant, on a aussi essayé de voir combien de forages il faudra. L'année passée, l'expérience de l'Amérique montrait que d'une site de forage, vous pouvez faire jusqu'à 30 forages. Chaque forage horizontal, vous le fracturez 20 à 30 fois. Ça, c'était la technologie de l'année passée. Ce qui était présenté maintenant, il y a un mois en Amérique, à une grande conférence, on fait jusqu'à 100 fracturations par forage horizontal et jusqu'à 50 forages d'une site de forage. Alors ça vous montre un peu les dimensions de ce développement. Ça veut dire que c'est très difficile de dire en Suisse combien de forages il faudra pour exploiter quelque chose comme ça. Et il y a encore le prix pour tout ça. J'aimerais essayer de faire un petit joint avec le Gazland 2 qu'on avait tout à l'heure. Lorsque l'on écoute notamment les auteurs de la polémique, il n'y a pas que, on a l'impression que lorsque l'on parle de fracturation hydraulique, on est dans un laboratoire de l'EPFL ou d'ailleurs, et qu'on fait des expérimentations de professeurs tournesol. Tout le monde oublie que la première découverte qui était faite de gaz, et même avant le pétrole, ça date de 1826, c'était à Fredonia, au large de Marcellus d'ailleurs, et c'était des schistes. Et donc on a commencé l'exploitation des fossiles par des structures schisteuses. Donc on n'est pas dans un laboratoire du professeur Tournesol, et lorsque Werner Loy explique la progression et l'amélioration de la technicité pour la récupération et la valorisation du sous-sol, on est effectivement dans un processus qui s'est établi il y a déjà bien longtemps. Merci. S'il n'y a plus d'autres questions, je crois qu'on arrive au terme du temps qui était imparti pour cette table ronde. Je remercie les participants. Voilà. Merci.